C'est Belsa qui va parler. Elle est une consultante spécialisée dans la conception. C'est un coach. Elle met l'accent sur la conception inclusive, l'accessibilité numérique et la transformation sociale. Elle a commencé à être interprète au Parc national Pointe-Pélé et a poursuivi des recherches avec l'administration centrale de Parc Canada. Bienvenue à vous. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Sybelle Sack. Mes pronoms sont elle. Je suis une femme blanche avec des cheveux noirs. Euh, et j'ai une présentation qui s'appelle Les nombreuses voies à l'accessibilité des parcs à l'avenir. Je suis à Toronto, donc je me trouve sur le territoire de Mississauga de Credit et les territoires traditionnels de plusieurs Premières Nations et donc également là où vivaient plusieurs Premières Nations, y compris les Métis. On va parler de la co-conception comme processus. Donc, il est important de réfléchir à la nécessité de construire avec les communautés autochtones. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des obstacles et barrières dans les parcs nationaux. Il y a beaucoup de ces obstacles et également, il y a des vécus qui racontaient sur ces expériences, mais parfois les obstacles sont dramatiques ou parfois peuvent être subtils et insidieux, mais ils sont les mêmes avec le temps. Comment définir une voie d'avenir ensemble? Diapo suivante. Je suis ravie de présenter aujourd'hui sur les approches innovatrices sur l'accessibilité en utilisant des techniques de co-concevoir pour apporter un changement, pour comprendre qui est affecté par les obstacles et comment nous devons tout d'abord comprendre comment les communautés ont été exploitées jusqu'à ce jour. On va voir les processus qui nous permettent d'entamer des façons collaboratrices et créatrices pour transformer les parcs et faire des obstacles et des opportunités pour apporter un changement. Les personnes vivant avec un handicap ont été écartées de la participation à la découverte des loisirs, de l'éducation sur notre monde naturel et sont sous-représentées dans ces espaces. On a essayé de remédier à certains des obstacles de concert avec la loi, mais il y a encore du travail à faire pour aborder les inéquités et l'exclusion. Des pratiques innovatrices telles que le processus Hackathon, je vais vous parler aujourd'hui, créer des possibilités pour les organisations de co-construire des organisations créatrices avec des communautés sont alignées sur le principe de rien sur nous sans nous. Il y a des obstacles qui sont physiques, qui portent sur l'infrastructure, sont d'ordre d'information, reliés à la communication, y compris dans le domaine autochtone. Et surtout, et plus important, il y a également les barrières des présomptions. Donc, la partie la plus excitante vis-à-vis de cette approche, c'est qu'on change le discours. On s'éloigne d'une conformité minimum, on passe vers la curiosité sur ce que nous pourrons réaliser en travaillant ensemble. Ici, on voit une image à la gauche d'une courbe qui indique les valeurs marginales à la fin avec la colline au centre, donc c'est-à-dire la minorité par rapport à la majorité. Et ensuite, vous avez Starbucks, ça vient de l'Université Oakhead à Toronto. C'est une vue aérienne. On voit que la plupart des gens se trouvent au centre, qui sont représentés par ce regroupement des points, et les gens à l'extérieur qui sont représentés par les points individuels. Il y a trois cercles, un sur le petit groupe au centre dit la conception fonctionne pour ce groupe, c'est-à-dire le groupe au centre, et le groupe à l'extérieur dit que la conception est difficile à utiliser. Ensuite, on ne peut pas utiliser ce design. Donc, les personnes dans les marges ne peuvent pas l'utiliser. Ces deux diagrammes illustrent comment nous devons prévoir tous les problèmes dès le départ. Comment est-ce qu'on doit se lancer les défis? Sur qui nous écartons? Qui sont les personnes dans les marges qui ne peuvent pas utiliser ce design? Il ne faut pas non plus négliger les personnes pour lesquelles ce design est difficile, c'est-à-dire les personnes qui ont des handicaps moins visibles et pour lesquels il est trop difficile de continuer parce que c'est trop difficile à utiliser. On pense à des handicaps multiples, il faut penser aux besoins, il faut penser également au traumatisme historique. La conception universelle, c'est-à-dire tenir compte des besoins des personnes dans les marges et comment créer une conception pour appuyer tout. Vous avez ces rampes, vous avez les appuis mains, etc. Ascension, ça fait 50 ans qu'on en parle. Le service des parcs américains a donc travaillé sur la question depuis environ 30 ans dans les parcs nationaux.
la conception universelle et le besoin de tenir compte des personnes vivant avec un handicap provient donc depuis longtemps des personnes défendant des droits des personnes vivant avec des handicaps et provient de la nouvelle loi canadienne également sur l'accessibilité. Mais cette conception universelle offre un cadre pour aborder les obstacles vis-à-vis des handicaps, mais a des limitations lorsqu'il s'agit d'une adaptation aux besoins individuels. La conception inclusive permet de soutenir les solutions personnalisées et comprend plutôt également les tendances des besoins. Mais également, il faut aller plus loin. Il faut voir comment ces obstacles sont en fait des formes d'injustice et de discrimination sociale. Disons, si vous regardez une affiche dans un parc, la conception universelle regarde l'affiche elle-même et voir si oui ou non il y a un message tactile, etc. Mais inclusif serait plutôt la mise en œuvre d'un code QR avec un accès personnalisé et la justice de conception essaie de voir si cela permet de soutenir les personnes vivant un handicap et leur permet d'avoir accès au parc de laquelle ils ont été exclus. Cliché suivant. Donc, le hackathon. C'est un processus de co-conception. On passe d'un problème à la solution à un rythme accéléré. L'équipe commence avec un problème qui fonctionne de besoin. C'est facilité par un processus qui permet de comprendre le problème, l'encadrer et choisir des solutions et développer une présentation pour expliquer les différentes solutions. Donc, une méthode fréquemment utilisée, c'est l'innovation sociale, donc de travailler avec le grand public pour trouver de nouvelles idées, aborder les besoins prioritaires. Ce n'est certainement pas le seul outil, l'activité qu'on peut utiliser pour la co-conception, ce n'est qu'un seul exemple. Mais en fait, Hackathon donc, présente des obstacles pour des personnes vivant avec un handicap tel que la limitation dans le temps. Il est important qu'à l'étape de planification, on crée un processus qui est significatif et qui permet d'atténuer ces besoins. Les hackathons souvent conduisent à des prix à la fin, mais le meilleur prix, c'est la mise en œuvre de la solution qui avait été mise de l'avant. La plupart des hackathons utilisent ce qu'on appelle une approche de double diamant. Vous trouverez deux diamants ici, à gauche en bleu, à droite en jaune, qui représentent 4 étapes. L'ouverture du diamant et fermeture et ouverture du deuxième et fermeture du deuxième. Je les appelle 1A, 2B, 1B, 2B. Donc, l'ouverture du premier porte sur la recherche du problème, comprendre le problème. Ensuite, le deuxième, la fermeture du premier diamant, consiste à définir ou cerner le problème et le deuxième diamant commence avec une élaboration des solutions possibles et on ferme le deuxième diamant lorsqu'on clôt la solution. Et la raison pourquoi c'est divisé en 4 étapes, c'est parce que il est très important de séparer des réflexions divergentes par rapport à une réflexion convergente. Tout d'abord, lorsque vous faites du remue-ménage, vous faites appel à la créativité, vous êtes ouvert à aller plus loin dans l'imaginaire sur ce qui sera possible. Et ensuite, on utilise la réflexion convergente ou critique, si vous voulez, pour évaluer ensuite ces options et de ne pas essayer d'évaluer lorsqu'on est en train d'élaborer des idées. Évidemment, si vous avez peu de temps, il suffit de choisir une composante sur laquelle vous pouvez travailler. Mais c'est mieux lorsque tout le monde est inclus. Vous avez un environnement qui inclut tous les participants et qui réunit beaucoup d'intervenants avec toutes sortes de savoirs. Prochaine diapo. Suite au double diamant, ce processus de design, lorsqu'on regarde le problème, ensuite la solution, un hackathon permet également d'offrir un moment où on peut essayer de voir comment construire la solution et l'enseigner. C'est un processus modéré de passer du problème à la solution. Et c'est un processus qui permet de faciliter le changement social. Il y a également un petit diagramme en haut de la diapo, c'est l'icône d'un cône tridimensionnel qui s'agrandit. Lorsqu'on pense à la divergence, il ne faut pas juste grandir de façon créatrice, mais il faut également rejoindre ces personnes dont on a parlé, c'est-à-dire tous. On essaie toujours de penser à qui aura été omis dès le départ, avant de passer aux solutions. Diapo suivante. Maintenant que nous aurons discuté de ce qu'est un hackathon, comment il travaille et fonctionne, comment est-ce que ça s'applique
au parc. Il est important de les voir toujours dans la mire de questionnement. Il faut tout d'abord identifier les questions au tout début du hackathon. Et alors qu'on est en train de développer les questions pour le hackathon, il est important d'entamer de la consultation et de conceptualiser ces questions avec les communautés touchées. Cliché suivant. Voilà. C'est chaque fois que vous voyez HMW, c'est-à-dire comment pouvons-nous réimaginer les infrastructures des parcs. Cela comprend le fait qu'on aborde les barrières physiques, les environnements, et ce sont ici des exemples de questions. Dans les diapos suivantes, on va regarder les types de questions qu'on pourra poser. Alors, le genre de questions qu'on pourrait peut-être poser dans un hackathon pour essayer d'évaluer, et on peut s'imaginer que toute organisation qui a déjà des informations de base de recherche qu'on peut donner aux équipes pour se lancer sur la question lorsqu'ils travaillent sur un problème. Donc, j'ai mis quelques questions pour qu'on commence à réfléchir ça. C'est-à-dire comment aborder la diversité de besoins dans tout le système, de l'île du Prince-Édouard jusqu'à la côte de l'Ouest. Comment tenir compte des besoins du parc du Nord? Comment est-ce qu'on peut envisager les sentiers à usage partagé accès pour les appareils fonctionnels? Est-ce qu'on en tient compte dans ces sentiers? Ensuite, comment aller plus loin pour avoir accès à des environnements éloignés et accidentés? Et comment fournir un accès accéléré aux établissements de soins de santé locaux. Il y a des personnes qui ont peur de se rendre au parc parce que ce sera trop éloigné un centre de santé local si jamais il y avait un accident. Comment assurer la sécurité des personnes, à fournir un accès, mais tout en ayant accès aux soins de santé. Comment cartographier les voyages et les obstacles le long du chemin pour nous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles à mi-chemin. Comment ensuite prévoir des espaces de repos et de réflexion. Cliché suivant. Ici, on essaie de voir comment nous pouvons améliorer la navigation dans les parcs, comment ensuite favoriser la navigation sans rupture du numérique jusque dans le monde réel et atténuer les obstacles de communication et numérique, c'est-à-dire comment aborder la signalisation tactile. Est-ce qu'il y a une signalisation sur le site web accessible? Si les gens se préparent à l'avance parce que le site web a été compris, est-ce qu'ils vont avoir le même visuel une fois arrivés au parc? Est-ce que le contenu du web est conforme aux normes futures relativement aux normes d'accessibilité? Comment peut-on également soutenir les besoins cognitifs? Y a-t-il des personnes vivant avec un handicap qui évitent les parcs parce qu'il est difficile d'y naviguer, ils ont peur de se perdre? Comment procéder si le Wi-Fi n'est pas toujours disponible? Diapo suivante. Comment étendre les programmes et les partenariats pour créer des espaces d'appartenance, pour créer ce sentiment d'appartenance, comment attirer de nouveaux visiteurs ayant un handicap et favoriser cette expérience. Et sans doute, c'est une de mes questions préférées. Comment peut-on partager des histoires accessibles sur les parcs, c'est-à-dire y compris des récits de handicap basés sur les forces? Ce qu'on a dit ici pourrait être enregistré et joué dans un programme de soirée, par exemple une randonnée sur un sentier guidé et comment encourager les premiers visiteurs par les programmes d'accueil, surtout ceux qui répondent à besoins de transport pour les personnes racialisées ou de communautés à faibles revenus ayant des handicaps. Comment établir des partenariats avec des groupes de personnes handicapées, des voyageurs et comment exiger l'accès au marché public c'est-à-dire une stratégie interagence relativement au parc, après avec des fabricants d'équipements, etc. Peut-être introduire de nouvelles technologies disponibles comme un moyen pour les compagnies qui construisent des choses, de les essayer, de mettre à l'essai, en leur offrir une journée dans un parc où on peut utiliser les véhicules tout-terrain comme exemple. Diapo suivante. Ici, on essaie de voir comment transformer nos lieux de travail pour augmenter la représentation et le leadership des personnes vivant avec un handicap dans les parcs et les organisations. Cela comprend des choses telles que les nouvelles pratiques de recrutement et d'embauche, des partenariats universitaires spécifiques aux handicaps, un soutien et un mentorat plus adapté, la formation et des opportunités de développement de carrière, ainsi que la santé et sécurité au travail et des questions de santé. Diapo suivante. Une fois que l'on sait ce sur quoi on veut travailler, il faut un processus pour la faciliter. Diapo suivante. Il faut réfléchir. Et on passe à la suivante.
Il faut essayer de voir avec qui nous pourrions nous engager. Il faut avoir une logistique de l'événement, il faut avoir des outils numériques, il faut identifier l'équipe qualifiée. Il est toujours important de penser à la prise de notes et identifier des ambassadeurs. Il faut voir comment l'idée va découler de cet événement. Diapo suivante. Pour conclure, j'aimerais vous présenter cette question. Avec qui allez-vous engager pour lever ces obstacles? Quelles sont les questions urgentes? Comment allez-vous vous assurer que votre événement soit accessible et que comptez-vous faire des résultats après l'événement? Diapo suivante. Et là-dessus, merci beaucoup pour votre temps et je serai heureuse de continuer à poursuivre ces dialogues. Si vous souhaitez me contacter, je ne sais pas d'ailleurs s'il nous reste du temps, prendre des questions. Merci Isabelle, un grand merci pour ça. Malheureusement, il nous manque le temps pour répondre aux questions, mais on va vous mettre sur notre canal Slack et nous invitons plutôt les participants à émettre leurs questions si cela vous va. Oui, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, il est maintenant 15 heures. Nous allons prendre notre pause. La prochaine séance va commencer à 15 heures, heure de l'Est. Et on va se revoir dans un petit moment.